Pour préparer cette conférence, j'ai passé une partie de l'été à regarder sur internet des vidéos parlant de sexualité. Et comme elles se comptent par milliers, j'ai fini par choisir un thème, celui de la première fois, et par réaliser un petit montage d'extraits de ces vidéos afin de pouvoir démarrer ma réflexion sur un élément un peu mieux maîtrisé, en tout cas en termes de volume. On trouve donc sur internet des youtubeurs, majoritairement des youtubeuses, qui se sont spécialisés dans la réalisation de vidéos parlant de sexualité. Ces youtubeurs annoncent qu'ils n'ont aucune qualification pour le faire. Ils parlent à partir de leur propre expérience. On peut ainsi les considérer comme des éducateurs à la sexualité do it yourself. Donc, voyant ces youtubeurs comme des éducateurs, j'ai entrepris d'évaluer leurs vidéos avec comme grille d'évaluation la charte éthique de l'éducateur à la sexualité, charte que vous connaissez puisqu'elle est préconisée par le DUFES. Le constat qui en a résulté, c'est que plus le youtubeur respecte la charte, moins il totalise de vues, moins ses vidéos totalisent de vues. Et à l'opposé, moins il respecte la charte, plus ses vidéos totalisent de vues. Aux extrêmes, on a Léa Chou qui ne respecte en aucun point la charte éthique, et qui est la plus regardée, et Pouillou qui respecte en tout point la charte éthique, et qui totalise beaucoup moins de vues. Perplexe devant ce résultat, j'ai téléphoné à Régent Tremblay pour lui demander comment il pourrait expliquer ça. Il m'a répondu que les jeunes regardent les vidéos en fonction de leur niveau de jugement moral, mais qu'il était difficile d'évaluer le niveau de jugement moral des youtubeurs sans leur parler directement. Et il a ajouté qu'on se trouvait alors comme des marrons glacés, lesquels avaient d'abord dû être cuits. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la subtilité de la pensée de Régent Tremblay, ça signifiait que cette exploration semblait aboutir à une impasse. Cependant, un autre constat s'imposait. Plus les vidéos sont anxiogènes, plus elles sont regardées. Moins elles sont anxiogènes, moins elles sont regardées. Par exemple, Pouillou, rassurant, nous explique que la douleur est un message du corps pour nous dire qu'il faut faire autrement. Tandis que Léa Chou nous explique, sans détour. Quand ça fait mal, en fait, il faut savoir que quand on est vierge, on a un hymen et cet hymen craque. À noter que ce sont les vidéos qui respectent le moins la charte qui sont les plus anxiogènes et celles qui respectent le mieux la charte sont les plus rassurantes. En fait, quel que soit le thème abordé, toutes les vidéos des youtubeurs tentent de répondre à la même question. Non pas comment faire pour que ça se passe bien, mais comment faire pour que ça ne se passe pas mal. De ce point de vue, l'exemple de la première fois est flagrant. La première fois est vue comme stressante, angoissante, oppressante. Je reprends les termes des youtubeurs. Clémity Jane confirme. Oui, vous allez stresser. C'est normal. La norme, c'est de stresser. Qu'est-ce qui est stressant? Par exemple, la nouveauté. Se mettre nu devant quelqu'un d'autre. Ça pourrait être excitant. Ça pourrait être émouvant. Ça pourrait être sensuel. Non, c'est stressant. Pourquoi? Parce que c'est exposer son corps au regard de l'autre, c'est-à-dire à son jugement à l'aune des normes sociales esthétiques. C'est aussi se confronter à la non-adéquation de son corps, qui est quand même le cas de figure le plus fréquent, et à la honte qui en découle. Se mettre nu devant quelqu'un d'autre pour la première fois, ça pourrait être vu comme s'exposer à la sensualité ou s'exposer à la rencontre. Non, c'est vu comme s'exposer au stress et au jugement. On est dans une représentation sociale de la sexualité comme une exposition au jugement de l'autre, à son propre jugement, à la peur du dénigrement et à l'autodévaluation. L'épanouissement sexuel est entravé par cette peur du jugement, par la honte. Des blocages peuvent se manifester. Or, la peur, la honte, les blocages font partie des conséquences du traumatisme à caractère sexuel. Je me base sur les résultats de l'enquête que j'ai réalisée pour mon mémoire sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, accompagnement que je pratique depuis une dizaine d'années. Je me base sur les 300 réponses que j'ai pu réunir pour définir les conséquences des violences sexuelles sur la sexualité des femmes qui les ont subies. Pourrait-on dire que cette représentation de la sexualité et d'autres fonctionne comme un traumatisme social qui entrave l'épanouissement sexuel? Mon hypothèse est que l'objectif, peut-être inconscient, de ces vidéos est la prévention du traumatisme. Je distingue le traumatisme individuel du traumatisme social.
Ma définition du traumatisme individuel, c'est un événement douloureux du passé que la personne n'a pas pu intégrer neuro-émotionnellement, qui a un impact négatif sur son présent. Le ressenti du passé s'invite au présent s'il est stimulé par un déclencheur sensoriel, intellectuel ou émotionnel, et qui limite ses perspectives futures. Et il s'agit d'un phénomène social massif, puisque pour ne citer qu'une seule statistique, en France, 7% des hommes et 20% des femmes subissent au moins un viol au cours de leur vie. Et ma définition du traumatisme social, c'est une information transmise par la culture, qui est ressentie par la personne avec une telle anxiété qu'elle ne peut pas être intégrée neuro-émotionnellement, qui a un impact négatif sur son présent et qui limite ses perspectives futures. Ce traumatisme résulte de certaines représentations sociales et culturelles de la sexualité lorsqu'elles sont angoissantes, stressantes, oppressantes. En somme, on pourrait dire qu'un traumatisme à caractère sexuel, qu'il soit individuel ou social, c'est une entrave à l'épanouissement sexuel. Et l'on peut constater que les vidéos des youtubeurs se positionnent toutes par rapport au traumatisme à éviter. Pour éviter que cela se passe mal la première fois, Parlons peu, parlons cul, c'est un duo d'actrices, propose des stratégies d'évitement. Les lieux à éviter, les choses à éviter. Or, selon la psychiatre Muriel Salmona, les stratégies d'évitement sont typiquement consécutives à une mémoire traumatique. Dans les choses à éviter, selon elle, on trouve un pénis volumineux, ce qui renvoie à la peur, un partenaire qui ne se lave pas, ce qui renvoie au dégoût, un partenaire qui refuse de mettre une capote, ce qui renvoie à la peur, des IST, et ce qui renvoie aussi à la confiance, manque de confiance. Un partenaire qui filme tout, ce qui renvoie à la confiance. Or, peur, dégoût, difficulté à faire confiance font partie des conséquences des violences sexuelles, selon mon enquête pour mon mémoire. Un autre exemple. Pour éviter la douleur et le traumatisme qui pourrait en résulter, plusieurs youtubeuses conseillent d'utiliser un gel lubrifiant. C'est-à-dire que le conseil, c'est de négliger d'écouter son propre corps qui indique qu'il n'est pas assez excité. Or, si on utilise un gel pour compenser le manque d'excitation, la pénétration sera certes rendue mécaniquement possible, mais le plaisir sera à la mesure du manque d'excitation. Et c'est une entrave à l'épanouissement sexuel. On pourrait dire que c'est une conduite paradoxale. Or, les conduites paradoxales sont, selon la psychiatre Muriel Salmona, typiquement des réponses consécutives à une mémoire traumatique. Pouillou, lui, à l'inverse, propose d'écouter son corps et d'apprendre à gérer son excitation. Les stratégies de Pouillou sont celles qu'on retrouve chez des personnes qui ont dépassé le trauma. Se détendre, respirer. Non seulement il dédramatise, mais il porte toujours un regard bienveillant. Il se filme sur son lit, il est détendu, souriant. Pour lui, le sexe, ça s'apprend. Lui aussi se positionne par rapport aux représentations sociales et culturelles angoissantes, stressantes, oppressantes. Mais il dédramatise. Les maladresses sont vues comme... de magnifiques balbutiements, de très jolis plantages. Libéré de l'anxiété, l'épanouissement sexuel est accessible. Pourtant, c'est pas lui qui est le plus regardé. Pourquoi ? Je dirais que plus un youtubeur a dépassé ses traumatismes, ou s'il n'a pas été traumatisé, moins il porte sur la sexualité un regard anxieux, et moins les vidéos qu'il réalise sont anxiogènes. D'ailleurs, plus il est apte à respecter la charte éthique. À l'inverse, si le youtubeur n'a pas dépassé ses traumatismes, il porte sur la sexualité un regard anxieux, il réalise des vidéos qui sont anxiogènes, et il ne respecte pas la charte. Léa Chou présente la sexualité comme potentiellement dangereuse. Et elle nous dit que si on n'adopte pas ses conseils, ça va mal se passer. La caméra est proche. Elle se filme en gros plan, ce qui favorise les réactions émotionnelles. Au fil des vidéos, on voit qu'elle manifeste, pour certaines pratiques, beaucoup de dégoût. Par exemple, se rouler une pelle. Eh mais, c'est moi ou se rouler une grosse pelle, c'est carrément dégueu. Bah. Elle se débat avec des problématiques de confiance en l'autre. Alors, ce sont des problématiques qui sont largement transmises par sa maman, qui l'a beaucoup mise en garde. Elle présente des phobies, notamment les IST, et on voit qu'elle instrumentalise la sexualité, par exemple, en acceptant de coucher avec un garçon pour ne pas le perdre. En tout cas, la peur, le dégoût, la difficulté à faire confiance, l'instrumentalisation de la sexualité.
sont des conséquences révélées par mon enquête pour mon mémoire. Et d'ailleurs, dans une vidéo, elle raconte les violences sexuelles qu'elle a subies. Dans d'autres vidéos, elle parle des mutilations, du suicide, de l'anorexie, et qui sont des conséquences qu'on connaît bien du traumatisme à caractère sexuel. Son non-verbal est de ce point de vue très éloquent dans chacune de ses vidéos. Par exemple, sur un ton apparemment détaché, elle raconte comment sa première fois s'est bien passée. Je me suis dit non c'est bon, on sort de là, je veux plus. Ensuite je me suis levée pour aller aux toilettes et là j'avais du sang, donc oui j'ai pas mal saigné. Et voilà, c'était fait. Et c'est vrai que c'est important la première fois, nous explique-t-elle, parce que la première fois, c'est vraiment un truc qui va rester à vie. Comment ça se passe la première fois? Ça, c'est vrai que c'est angoissant, hein, la première fois. Oui, vous allez stresser. C'est normal, il y a tellement de choses qui peuvent nous stresser. Le fait de pratiquer quelque chose qu'on n'a jamais fait, offrir son corps à la vue d'un autre. Il n'est pas rare de se dire moi je n'arriverai jamais à me mettre nue devant quelqu'un et de penser ça genre 3 mois avant d'avoir rencontré la personne avec qui tout est débloqué. Mon conseil pour que ça se passe bien, c'est accepter le fait que une autre personne puisse aimer le corps que vous n'aimez pas. Vous devez pas en faire toute une montagne, vous mettez surtout pas la pression en termes de performance, et ça c'est valable pour toutes les fois d'après aussi. Le sexe c'est pas et ce sera jamais une course à la performance. Vous pouvez essayer, tâtonner, y aller pas à pas. Une soirée vous allez aller jusqu'au préliminaire, puis vous allez vous arrêter là, et puis une autre soirée vous recommencerez, vous irez peut-être un petit peu plus loin. Et oui, le sexe, c'est comme tout, ça s'apprend. Mais oui, la plupart des premières fois qu'on m'a raconté que j'ai vécu, c'est toujours des moments maladroits, de magnifiques balbutiements, de très jolis plantages. En général, on est tous les deux stressés, on a tous les deux envie de faire bien et de faire plaisir à l'autre. Mais voilà, des fois on foire, on fait pas exprès, on est maladroit. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est même cool. N'hésitez pas à rire surtout, parce que le cul, c'est bien connu, c'est drôle. Attention, hein, pas se moquer, hein, parce que ça c'est vraiment pas cool pour l'autre. Hein. Mais on peut en déconner du fait qu'on est en train de glisser du lit parce qu'on est trop au bord, du fait qu'on ait chopé le hockey ou qu'on ait plus de souffle tellement on s'embrasse trop, ou alors qu'on a mal aux cuisses quand on est au-dessus, qu'on n'arrive pas à adopter certaines positions ou qu'on n'arrive pas à faire comprendre qu'on propose de changer. C'est du fun, on est en train de jouer à deux. Mais on a une espèce de pression autour de la première fois est sacrée, la première fois est importante, il faut que ce soit avec la bonne personne, le prince charmant, on va perdre notre virginité, c'est une catastrophe, on va se sentir impur. C'est vraiment quelque chose de très 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 négatif, moi je trouve très oppressant, donc c'est pas étonnant que les jeunes filles s'inquiètent de leur première fois. Moi personnellement, ma première fois s'est bien passée, puisque cette personne, malgré que il a fait son connard, c'était une personne avec qui j'étais hyper proche, hyper complice et avec qui j'avais, voilà, on rigolait beaucoup et qui a été quand même assez doux, on va dire. Donc voilà, oui, j'ai saigné, je sais que quand la première fois il est passé, je lui ai dit stop, stop, c'est pas possible, ça ne peut pas rentrer par là. Parce qu'en fait lui aussi c'est sa première fois et on ne sait pas comment est fait notre corps, enfin je ne savais pas comment était fait mon corps, pour moi ça devait aller tout droit alors qu'en fait c'est une petite courbe comme ça, enfin c'est juste pas possible et lui non plus ne savait pas, donc voilà, et je me suis dit non c'est bon, on sort de là, je veux plus. Ensuite je me suis levée pour aller aux toilettes et là j'avais du sang, donc oui j'ai pas mal saigné et voilà. C'était fait. Alors, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais il y a quand même des choses à éviter la première fois. Oh oui. Un mec un peu trop gâté par la nature. C'est rien du tout, ça, c'est rikiki. Ça passe tout seul. Un mec qui a oublié ce que c'est qu'une douche. Une quoi? Un mec qui a oublié sa capote. Je te jure, il n'avait plus ma taille. Un mec qui filme tout. Allez, c'est pour ma chaîne, s'il te plaît. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour les abonnés. Ils vont te mettre des pouces bleus. Mais alors, qui choisir? Moi, je vous donne mon avis, mais tout simplement, si la question se pose, c'est que vous avez pas encore trouvé la bonne personne. Et ma maman m'a toujours dit, non mais ne couche jamais avec un gars le premier jour, puisque la plupart du temps, quand il couche avec toi, il a ce qu'il veut et il va se barrer. Alors moi, j'ai écouté ma maman, parce que c'est ma maman, attentivement, et puis j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai senti que j'allais le perdre en fait.
au bout de 3 mois et j'ai décidé de coucher avec. Donc ça c'est une grosse erreur parce qu'on ne fait pas ça, parce qu'on est en train de perdre une personne, parce que ça ne marche pas. Donc résultat des cours, j'ai couché avec et quelques jours plus tard il m'a largué. Alors on m'a demandé c'est quoi la bonne personne. C'est une personne avec qui vous avez une complicité, avec qui vous êtes proche. C'est pas un gars comme ça que vous... Enfin, vous pouvez le faire la première fois avec le premier gars qui passe, mais moi je vous conseille vraiment de le faire avec une personne avec qui vous avez une énorme complicité, puisque la première fois on s'en souvient, puisque c'est la première. C'est vraiment un truc qui va rester à vie. En France, c'est 17 ans et 6 mois pour les filles, 17 ans et 4 mois pour les garçons. Mais rappelez-vous, ça arrivera quand ça arrivera, rien ne presse. Ouais, mais là c'est un peu long quand même. Alors personnellement, je trouve que oui. Pour moi, 13 ans, c'est trop jeune. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes prête à 13 ans, vous le faites. Hein, mais pour moi, c'est jeune. Enfin voilà, vous faites à l'âge que vous le sentez le mieux. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Bon, lutter vers 10 ans, quoi, c'est quand même un peu tôt. Votre corps, il n'est pas bien formé. Et plus moins votre corps est formé, plus je pense que c'est douloureux. Ça, j'en suis pas sûre. Mais je pense que c'est possible. Mon opinion, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour débuter une sexualité. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'être prêt. Si ça peut vous rassurer, moi je fais partie des gens qui ont eu leur premier rapport sexuel après 17 ans. Je sais pas si ça peut vous rassurer, j'ai pas la sensation de pas être normale. Enfin si, mais pas sur ce sujet-là, en tout cas. Ça m'a choquée en fait. Une fille, elle est venue me dire oui j'ai 12 ans, mon copain a 19 ans, il veut coucher avec moi. Non. Non, ça c'est de la pédophilie. J'avais 15 ans, je sortais avec des garçons de 20 ans à l'époque. Mais voilà, j'étais dans mon droit puisque t'as la majorité sexuelle, c'est plus de la pédophilie. Choisir le bon lieu. Moi, avec Rodrigo, on était dans une hacienda. Il y avait les castagnettes, le lit à baldaquin. Bon, très bien, Juliette, un lit à baldaquin, c'est super. Bah, et toi, c'était où? Sur une plage. Ah! À Dunkerque. Petit tuto des lieux à éviter. Dunkerque. Un parc pour enfants, surtout s'il y a des enfants. La voiture de papa, surtout si papa est dedans. Le local à poubelle, même si papa est pas dedans. Un cimetière, sauf si tu es un zombie. La gazinière, hashtag ça brûle, hashtag mauvais souvenir, hashtag qu'est-ce que je vais faire de ce vagin maintenant. Petit tuto des lieux à favoriser. Un lit? Un lit, c'est bien. Un lit? Le lit, quoi. C'est bien un lit. Ah bah, la chienne. Mais faut travailler à créer les occasions, à jouer avec votre quotidien, à profiter d'une soirée où les parents vont au resto ou quelque chose comme ça. Et attention pour ça, hein, c'est pas parce que c'est the soirée où vous êtes tout seul à la maison qu'il faut en profiter pour le faire et qu'il faut vous forcer alors que vous êtes pas prête alors que c'est pas le moment. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ce sera plus tard. Tant pis. C'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous transmet, qu'a priori pour nous, en tant que femmes, la première fois peut être douloureuse et peut mal se passer. Pourquoi ça fait mal? En fait, il faut savoir que quand on est vierge, on a un hymen et cet hymen craque. Parce qu'en fait, c'est la petite protection et quand l'homme passe, ça s'enlève. Donc, à ce qui paraît, ceux qui font de la gym, du cheval, etc., ben, ils l'ont plus forcément. Mais du coup, ça fait moins mal. Mais sinon, quand il craque, du coup, soit tu saignes, soit tu saignes pas, ça dépend de l'état de ton hymen. Mais voilà, c'est pour ça que ça craque et pour ça que ça fait mal et pour ça que voilà. Est-ce que je vais avoir mal? Alors non, on le sait. Et maintenant, on sait pourquoi. Tout était une question d'excitation. Et ça vient des mariages arrangés qu'on pouvait avoir dans le temps. Maintenant, si on aime son partenaire, si il nous respecte et que tout est fait dans les règles de l'art, ça ne fait pas tellement mal. La douleur est aussi un excellent professeur. Mais oui, quand on a mal, c'est juste que notre corps est en train de nous dire non, là, promis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, fais-moi confiance, je me connais, c'est pas comme ça. Je veux dire, se tordre la bite pour jouer aux acrobates amateurs, ça sert un peu à rien. Si un orifice a mal, c'est souvent parce qu'on ne l'a peut-être pas assez ouvert à grands coups de caresses, bisous, papouilles. Et donc vous ne lubrifiez pas suffisamment. Donc c'est pas grave, la solution à ça, c'est les lubrifiants tout simplement. Oui, la rupture de l'hymen peut s'accompagner de quelques saignements. Un saignement rarement important. Et en général, qui dépend de la douceur du partenaire. L'astuce, c'est de ne surtout pas rentrer d'un coup. Allez-y progressivement et n'hésitez surtout pas à utiliser du lubrifiant. Parce que si c'est votre première fois, vous savez pas à l'avance si vous souffrez de sécheresse vaginale ou pas, si vous avez une flore vaginale un petit peu basse. Et du coup, un petit coup de pouce niveau humidité avec un petit lubrifiant à base d'eau, c'est pas de refus. Puis ce serait dommage qu'à cause de ça, on doive tout arrêter alors qu'on en avait envie tous les deux. Ou alors qu'on se fasse mal parce que ça frotte comme du papier de verre. Non.
Oui. Oui. Oh oui. Oui, oh. Oui. Ensuite, il faut bien axer sur les préliminaires pour être bien excité et éviter justement qu'on ait trop peur, donc pas mal de tendresse, pas mal de préliminaires et normalement tout devrait bien se passer. Alors, oubliez les méthodes du porn, je t'avale, tu me lèches, éjac facial. Ça marche que dans les pornos ou presque. Hein. Prenez le temps de vous dévorer des yeux avant de vous mordre les fesses. Passez des heures à vous embrasser, à vous câliner. Préliminaire, il y en a plein, c'est pas forcément directement doigté, branlé, etc. Il y a tout ce qui est bisous, câlins, bisous dans le cou, petites morsures, les chouilles, suçons, caresses, caresses sur le corps, découverte de l'autre en fait. Il y a ça, c'est quand même assez important. Ça va vous détendre, ça va vous faire prendre conscience que votre petit cœur il palpite pour votre partenaire. Et ensuite, il y a voilà, tout ce qui est plus, donc c'est tout ce qui est branler son partenaire, doigté, etc. Bonjour monsieur, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors moi je vous appelle par rapport au plaisir parce que je me rappelle ma première fois, c'était avec ma copine qui était vierge aussi et elle avait pris énormément de plaisir. Et Pardon. Non mais je suis sérieux là en fait. Oui, bien sûr. Je me rappelle, elle a même joui donc et je l'ai entendu. Ah bah c'est ça, bah regardez l'émission sur la simulation alors. On l'a pas fait. Eh bah on va la faire. Ouais mais sinon je peux poser ma question ou... Non, ok, bon. Oh non, il est parti. Il était si drôle. Comme si on pouvait prendre son pied la première fois. Ah bah moi si, grave. Hein? Bah pourquoi tu ris? Eh bah parce que tu ris. Par contre, au niveau du plaisir et de l'orgasme, le plaisir peut être en rendez-vous, mais généralement l'orgasme viendra un petit peu plus tard. Est-ce que mes rapports sexuels sont suffisamment longs? Est-ce que les positions que je fais sont les bonnes? Est-ce que j'ai suffisamment d'orgasme? Est-ce qu'il dure suffisamment? En gros, est-ce que je suis normale? Oui, vous êtes normal. Il n'y a pas une durée définie pour un bon rapport sexuel. Le temps que doit durer un rapport sexuel, c'est le temps pour que vous soyez satisfait. Ça n'a pas besoin de durer des heures. Combien de temps ça dure? Alors cette question elle m'a fait super rigoler, je l'ai trouvée trop mignonne. Donc pour répondre en règle générale, ma petite, ça dépendra de ton partenaire. On va dire qu'il y a des hommes qui vont atteindre leur orgasme plus vite que d'autres. Il y en a qui vont tenir 5 minutes, 2 minutes. Oui ça arrive, ce sont les garçons précoces. Et ensuite il y a ceux qui vont tenir 10, 30 minutes. Ça dépend, il y a plein de choses. Donc le temps ça dépendra de ton partenaire. C'est tout. Par exemple, si la pression monte très vite ou très tôt, bah, allez vers la jouissance. Bah oui, de toute façon, dans 5 minutes, vous serez capable de remettre le couvert. Il y a plein de choses à faire d'ici là. Et puis, si vous voulez vraiment pas, bah, il suffit tout simplement de s'arrêter. Respirer, faire une pause, revenir à des caresses, des bisous, des choses, voilà, d'une excitation un peu plus douce, quoi. C'est le seul conseil que je vous donne réellement, c'est la communication dans un couple au niveau sexuel, parce que il n'y a que comme ça que vous allez vous épanouir tous les deux et être heureux tous les deux et pouvoir réussir à être heureux de coucher avec votre partenaire. Donc si il fait quelque chose qui est chiant, bah dites-lui, hein, arrêtez-le, hein, n'attendez pas qu'il ait fini, c'est peut-être pas la peine, et guidez-le. À tout moment, vous pouvez tout arrêter, vous pouvez dire non, vous pouvez dire à l'autre que vous avez de l'angoisse, que vous êtes stressé, dire quand ça vous fait mal, dire quand ça vous dérange, dire quand c'est désagréable, parler un bon coup, communiquer avec son partenaire, c'est déjà une bonne façon de lâcher un peu la pression. Si votre copain ne veut pas mettre de préservatif, vous ne couchez surtout pas avec. Donc le lendemain, comment on se sent? Moi je me sentais normale. C'est comme si rien n'avait eu dans ma vie. Hein. Après voilà, si vous l'avez fait n'importe où, n'importe quand et que vous le regrettez, c'est sûr que vous allez vraiment vous sentir mal, mais si vous avez suivi mes conseils, vous ne le ferez pas n'importe où, n'importe quand et sans préservatif. Votre consentement prime sur tout le reste, sur les attentes et les envies de votre partenaire. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Point. Si un truc vous dérange, si vous n'êtes pas excité ou quoi, c'est stop. Vous allez pas vous dire « Ah, mais si ça lui fait plaisir, voilà, je le fais ». Vous n'avez pas à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie, quelle que soit la raison. Alors, chers pucelles et chers puceaux,
J'ai envie aujourd'hui de calmer vos peurs directes. Rassurez-vous, ça va mal se passer. Sitting under palm trees, sipping on Dompy, listening to R&B. Let me ride that donkey. I'm showtime. Time to go get me a full time.